Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois avec plaisir Hélène Leclerc. Bonjour Hélène. Bonjour Nicolas. Alors Hélène, vous êtes une ancienne élève de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, vous êtes agrégée d'allemand et vous êtes actuellement maîtresse de conférences HDR en études germaniques à l'université de Toulouse Jean Jaurès et membre du CREG, donc le Centre de recherche et d'études germaniques. Vous enseignez l'histoire culturelle et la civilisation des pays de langue allemande et vos recherches portent particulièrement sur l'histoire et la civilisation de l'Europe centrale et des pays tchèques dans leur relation avec le monde germanique. On va d'ailleurs aujourd'hui, je spoil un tout petit peu le thème de l'émission, bien sûr se rendre à Prague et évoquer un fait essentiel à l'époque de Prague pendant la guerre froide. Donc, si je reprends votre biographie, Hélène, vous avez fait une thèse en 2006 qui a été publiée en 2011 qui s'intitulait « Une littérature entre deux peuples, écrivain de langue allemande en Bohême entre 1815 et 1848 » qui est paru aux presses universitaires du Mirail de Toulouse. Et vous avez donc poursuivi votre champ de recherche sur les relations germano-tchèques en élargissant justement au XXe siècle. Et vous vous êtes habilité à diriger les recherches en 2019 avec un travail inédit consacré à la journaliste et écrivaine tchèque Lenka Renerova, donc qui est entre 1916 et 2008, et à la revue tchécoslovaque de langue allemande Im Herzen Europa, donc 1958-1970, analysée comme une contribution à l'histoire des relations tchéco-allemandes et tchéco-autrichiennes à l'époque du printemps de Prague. On est au cœur vraiment de ce qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, cette étude très intéressante va paraître au début de l'année 2022 en allemand. Vous avez aussi, parallèlement à ces travaux-là, consacré d'autres travaux, bien sûr, on l'a dit, à l'Europe centrale, mais aussi aux questions de transfert entre France, Espagne et aussi Allemagne et Autriche. Et donc, ces questions-là, c'est un nouveau thème de recherche. Il figure au programme de ce qu'on appelle patrimoine nomade entre 2016 et 2020, que vous avez copiloté avec Hilda Inderwildi au sein du CREG et qui était consacré notamment à l'internement des civils durant la Première Guerre mondiale, avec un exemple d'un camp dans les Hautes-Pyrénées, le camp de Garaison. Vous aussi, vous venez d'organiser très récemment, les 17 et 19 novembre 2021, le colloque international allemand et autrichien entre France et Espagne, circulation, mobilité, transfert, expérience et mémoire de la frontière du XVIIIe siècle à nos jours, donc en coopération avec Georg Pichler de l'université de Alcalá. Vous avez de nombreuses publications que j'ai mis sur le site internet histoireensérie.com à la page de l'émission. Et donc, Hélène, après cette présentation très complète qui prouve aussi la diversité de vos travaux, on va évoquer aujourd'hui, on va partir pour l'Europe centrale, pour la Tchécoslovaquie, on va aller de l'autre côté du rideau de fer dans les années 60, on va aller à Prague pour présenter une série qui montre un événement majeur et un personnage majeur de la Tchécoslovaquie, c'est Jan Palach. Alors peut-être commencer par nous dire cette série, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle montre et comment, quelle est de façon générale, on va dire, le pitch, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y trouve dedans. Merci Nicolas pour cette présentation très complète. Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'une mini-série polono-tchèque qui s'intitule en anglais Burning Bush. Le titre original tchèque, c'est Horjící keř, qui a été traduit en français par Sacrifice, sous le titre de Sacrifice. Donc, c'est une série de 3 épisodes, une durée totale de 3h51 minutes, très exactement, qui a été réalisée en 2013 par Agnieszka Holland. Le titre, en tchèque, Horjící keř, ça signifie buisson ardent. Il fait référence à l'immolation par le feu de l'étudiant tchèque Jan Palach, qui était alors âgé de 21 ans, le 16 janvier 1969, sur la place Venceslas à Prague, en protestation à l'invasion de son pays le 21 août 68 par les chars des armées du pacte de Varsovie. Cette invasion avait mis un point final brutal à la tentative de réforme amorcée par le régime communiste tchécoslovaque en janvier 1968, soit quelques mois plus tôt, 8 mois plus tôt exactement, et connu sous le nom de Printemps de Prague. Mais ce titre
buisson ardent a évidemment une connotation religieuse ou spirituelle que restitue aussi le titre français, avec un petit glissement, si j'ose dire, de l'Exode à la Genèse, puisque le buisson ardent renvoie au passage de la Bible dans l'Exode où Yahvé se révèle à Moïse, tandis que la notion de sacrifice fait plutôt songer au sacrifice d'Isaac dans la Genèse. Depuis quelque temps, la fiction télévisée tchèque se penche sur l'histoire du pays, avec un certain succès qui est relayé notamment par la chaîne de télévision Arte. On peut en effet penser à la série Jan Hus, Rebelle jusqu'au bûcher, qui a été réalisée en 2015 et qui était consacrée aux réformateurs tchèques du XIVe, XVe siècle, qui avaient été condamnés pour hérésie et brûlés vifs au concile de Constance en 1415. Plus récemment encore, on peut songer à la mini-série britannico-tchèque intitulée « Un espion très recherché » qui a été réalisée en 2019. Le titre original en tchèque, c'est « Bez vědomí », ce qui signifie « sans conscience »,« dépourvu de conscience ». Cette série a été diffusée sur Arte en 2021 et c'est une série à la croisée du film d'espionnage et du thriller dont le sujet est la révolution de velours à Prague en 1989 et le retour d'un couple d'exil d'un couple de dissidents. Dans le rôle principal de cette série, un espion très recherché, on retrouve d'ailleurs la comédienne slovaque Tania Paufová qui incarne dans Sacrifice, donc la série qui nous intéresse aujourd'hui, l'avocate Dagmar Burešová, qui n'est pas un personnage de fiction, mais une avocate qui a réellement existé et qui s'engagea pour défendre les dissidents et les victimes du pouvoir communiste. C'est cette femme, Dagmar Burešová, qui défendit la famille de Jan Palach dans le procès que cette dernière intenta au député communiste Vilém Nový pour rétablir la vérité concernant la mort de Jan. Proche de Václav Havel, le président de la République tchécoslovaque après l'effondrement du régime communiste. Elle était proche de Václav Havel, elle était membre également du Forum civique et elle deviendra, après la révolution de velours, la première femme ministre de la Justice de la République tchécoslovaque en décembre 1989. Elle est décédée récemment, il y a 3 ans, en 2018. Et la série dont il est question aujourd'hui, Sacrifice, s'inspire justement de cet épisode de la vie de Dagmar Burešová, du procès qu'elle intenta pour défendre la famille de Jan Palach au député Vilém Nový. Peut-être avant de voir plus précisément l'intrigue que vous développiez, ça serait intéressant de revenir sur ce moment clé de l'histoire de la guerre froide. Vous l'avez dit, ce fameux printemps de Prague de 1968, parce que là, on est en tournant des relations, on va dire, entre les démocraties populaires. Oui, effectivement. Alors, le printemps de Prague, c'est un terme qui est bien connu aujourd'hui. Ce à quoi il renvoie l'est peut-être un petit peu moins. Alors, c'est un nom d'époque, ce que l'historien Dominique Khalifa a appelé un nom d'époque ou un chrononyme, et il désigne très exactement les 8 mois qui s'étirent entre janvier 1968 et août 1968, durant lesquels la Tchécoslovaquie, ou plus exactement le Parti communiste tchécoslovaque, tente de réformer le socialisme, de proposer une 3e voie entre socialisme et capitalisme. Les événements qui se jouent à partir de janvier 68 sont inaugurés par la séparation des fonctions de président de la République et de premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque et par le remplacement de la figure de Antoni Novotný par le Slovaque Alexander Dubček, dont on connaît encore relativement bien le visage. On identifie à cette période Alexander Dubček. Et donc Alexander Dubček devient le 5 janvier 1968 le nouveau premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque. Ces événements de janvier n'émergent cependant pas brutalement de manière inopinée au début janvier 68. Ils ont des racines plus profondes. Les historiens ont coutume de situer les prémices du printemps de Prague à l'année 1963, soit 5 ans auparavant. Et dans un ouvrage récent, l'un des rares ouvrages consacrés d'ailleurs au printemps de Prague lors du cinquantenaire en 2018, l'historien allemand Martin Schulze-Wessel insiste bien sur cette césure que constitue l'année 63. 63, c'est l'année de la tenue de la conférence de Lieblitze, qui est consacrée à l'écrivain de langue allemande Franz Kafka.
Elle est organisée par le germaniste pragois Eduard Goldstücker et elle a pour but de réhabiliter l'œuvre de Kafka dans la Tchécoslovaquie communiste. Mais 1963, c'est aussi l'année du début des réformes économiques d'Otaschik, ainsi que celle de discussions sur l'État et le droit dans le sillage du rapport ou de la publication du rapport de Drahomir Kolder sur les crimes commis au début des années 50, c'est-à-dire les épurations dans le Parti communiste tchécoslovaque qui font de nombreuses victimes, ces procès staliniens dont le procès emblématique est le procès Slansky, du nom du secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque de l'époque, qui fut condamné à mort et exécuté. Ces événements sont sans doute plus ou moins connus du grand public grâce au film de Costa Gavras, L'Aveu, adapté du livre d'Arthur London, avec Yves Montand dans le rôle principal. Et donc, les réformes de l'année 68 constituent en quelque sorte l'apogée d'un mouvement d'effervescence culturelle, artistique et scientifique qui s'empare de la Tchécoslovaquie dans les années 60. On a tous azimuts une remise en cause progressive du rôle dominant du Parti communiste. L'euphorie sera toutefois de courte durée, puisque le 21 août 1968, 8 mois après le début des réformes, les armées du pacte de Varsovie, c'est-à-dire l'URSS, la RDA, la Hongrie, la Bulgarie et la Pologne, entrent en Tchécoslovaquie et mettent un terme brutal à l'expérience de ce qu'on a appelé le socialisme à visage humain. Une nouvelle période désignée par l'euphémisme de normalisation, mais il ne s'agit rien de moins que d'une répression violente qui conduit de nombreux réformistes à l'exil ou à la clandestinité, et qui vise à faire entrer la Tchécoslovaquie dans le giron du bloc soviétique. Donc une nouvelle période, la normalisation s'ouvre et elle est incarnée par la figure du communiste slovaque Gustav Husak, qui avait pourtant été aux côtés des réformistes au début. Et Husak va cumuler les fonctions de premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque et à partir de 1975 de président de la République jusqu'à la chute du régime, jusqu'à la révolution de velours. Et c'est en réaction donc à l'invasion et à l'occupation de son pays, mettant un terme à ce printemps de Prague, mais également peut-être et surtout en réaction à l'absence de réaction de ses compatriotes, c'est une idée qu'on lit parfois, que le jeune étudiant de philosophie Jan Palach décide de s'immoler sur la place Venceslas à Prague le 16 janvier 1969, donc un an après le début des réformes. Il décède 3 jours plus tard de ses blessures. Voilà vraiment le sujet de cette série. Hélène, j'aimerais maintenant, si c'est possible, qu'on puisse peut-être s'attaquer à l'intrigue elle-même, parce que, vous venez de le dire, effectivement, la figure de Jan Palach est omniprésente, et pourtant, ce n'est pas centré totalement sur son geste, on va dire, son geste de désespoir, de s'immoler, et il reste d'ailleurs comme des grandes victimes, peut-être un des visages les plus connus, des victimes en tout cas du communisme dans le bloc de l'Est pendant la guerre froide. Dites-nous vraiment comment sont construits ces 3 épisodes de la série qui tournent autour de cette figure-là, mais dont en fait le geste n'est pas le cœur de l'intrigue. Effectivement, ce geste, il structure l'intrigue, il propose le cadre de la série, mais l'intrigue est bien plus riche. Donc au cœur de l'intrigue, ce n'est pas ni l'immolation de Jan Palach, ni la reconstitution historique de la répression du printemps de Prague, même si au début de la série, on a le geste la reconstitution du geste de Jan Palach, qui est faite de manière très réaliste, dès les toutes premières scènes du premier épisode, et cela, à mon avis, afin de couper court d'emblée aux théories conspirationnistes selon lesquelles Jan Palach ne se serait pas vraiment immolé. Donc l'immolation, elle est montrée. Mais très vite, la série dépasse ces éléments de reconstitution pour s'aventurer dans le genre du polar. En effet, Jan Palach avait laissé un message dans lequel il posait un ultimatum. Il réclamait l'abolition de la censure et la déclaration d'une grève illimitée sous 5 jours. Dans le cas contraire, il y aurait d'autres immolations. Dès lors, il s'agit pour le gouvernement tchécoslovaque d'empêcher à tout prix ces nouvelles immolations et
C'est ainsi que la série entre dans le polar et elle déploie parallèlement 3 trames narratives. Alors, la première trame narrative se structure autour du sort de Jan Palach, de sa famille, son agonie et son enterrement. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la trame centrale, ce n'est qu'une trame. La deuxième trame narrative, c'est celle de l'enquête policière destinée à empêcher, à découvrir les nouveaux candidats, les autres candidats à l'immolation, et à les empêcher. Et la troisième trame narrative, c'est donc une nouvelle enquête qui double bientôt cette enquête policière, c'est celle de l'enquête menée par l'avocate Dagmar Burešová pour conduire au procès de Vilém Nový, puisque Vilém Nový, donc membre du comité central du Parti communiste tchécoslovaque, avait émis la théorie du feu froid, selon laquelle Palach aurait été convaincu qu'il se verserait sur le corps une substance inflammable, mais ne dégageant aucune chaleur. Une telle substance n'existe évidemment pas. Cette théorie est absolument sans fondement, mais il avait propagé cette théorie. Et il répéta cette thèse le 20 février 1969 lors d'une rencontre entre députés et électeurs à l'hôtel Mercure à Česká Lípa. Tout cela est bien montré dans la série. Et cette fois-ci, Vilém Nový précise le nom des coupables qui auraient persuadé Jan Palach d'effectuer ce geste. Et il accuse les écrivains Vladimir Škutina, qui était un écrivain critique du régime, qui fut emprisonné à 2 reprises. On le retrouvera parmi les signataires de la charte 77 avec Václav Havel. Il accusa également l'écrivain Pavel Kohout, le représentant des étudiants, Lubomír Holeček, le sportif Emil Zatopek, un célèbre coureur champion olympique du 10 000 et 5 000 mètres, ainsi que le joueur d'échecs Ľudek Pachman. Et dans le cas de Pachman, qu'on voit aussi dans la série, il s'agit probablement d'une vengeance pour son hommage à l'acte de Palach. Lors d'une émission de télévision, le joueur d'échecs avait exprimé son respect pour Palach, tout en dissuadant évidemment les émules potentiels de Palach. Après les déclarations de Nový, donc ces 5 personnes accusées, l'attaque en diffamation, conformément au Code civil, en mars 1969, et ils sont suivis rapidement par la mère de Jan Palach. Et donc, Dagmar Burešová, cette avocate, va prendre la défense, se saisir du cas, du dossier de la famille Palach. Voilà les 3 trames narratives qui structurent la série. Hélène Leclerc, vous parlez de 3 trames narratives. Effectivement, du coup, on peut aussi se rendre compte que les personnages sont eux organisés aussi presque en 3 pôles. Vous l'avez dit, entre les victimes, quelque part, vous l'avez dit, entre ceux qui mènent l'enquête, et puis entre celles qui essaient de faire rétablir la vérité, l'avocate. Alors peut-être développer un petit peu plus autour de ces personnages-là, parce que cette intrigue, elle est, vous l'avez dit, au cœur de presque un polar. C'est construit véritablement comme une vraie enquête policière, mais où ici, les policiers sont ceux qui sont quelque part, je dirais, entre guillemets, les méchants. Effectivement, même si tout n'est pas aussi simple, et je vais le préciser. Donc, on a, de même qu'il y a 3 trames narratives, il y a 3 pôles de personnages. Le premier pôle concerne la famille de Jan Palach, essentiellement son frère et sa mère. On aperçoit l'épouse et les jeunes enfants du frère, mais vraiment, le rôle essentiel revient au frère et à la mère. Le deuxième pôle de personnages, il est formé par les enquêteurs de police, avec ce qu'on appellerait, me semble-t-il, dans les séries policières classiques, un duo de flics qui oppose un fonctionnaire de police humain, donc le bon flic, qui vient, par exemple, prévenir l'avocate que les renéos du pays sont toutes enregistrés et que la police sait que certains documents proviennent de son bureau, et ce faisant, il l'incite à la prudence. Dans une autre scène, on voit ce même bon flic laisser filer des colleurs d'affiches. Donc, d'un côté, ce bon flic, et de l'autre, le méchant lieutenant, un policier zélé qui harcèle la famille de Jan pour connaître le nom de ses camarades et qui met au point un chantage pour que la petite amie de Jan Palach, qui avait fait l'objet 2 ans plus tôt d'une arrestation par les services secrets pour avoir été retrouvée près de la frontière tchécoslovaque en possession de disques des Rolling Stones. Donc, pour que cette jeune fille témoigne et prononce une allocution à la télévision destinée à dissuader
les futurs candidats à l'immolation en prétendant que Jan Palach lui aurait demandé de le faire. Donc, elle est victime de ce chantage consistant à la menacer de représailles du fait de cette interpellation 2 ans plus tôt. Le bon flic, il s'oppose à ce chantage au début. Il est mal à l'aise, mais il s'y résout. On voit les limites tout de même à la résistance dans un tel régime. Et lorsque les 2 policiers rapportent les effets de Jan Palach à sa mère, le bon flic, toujours lui humain, on voit bien qu'il est gêné par ce qu'il a à faire. Il fait preuve de respect vis-à-vis de Madame Palach, tandis que le méchant flic en profite pour aller dans la chambre de Madame Palach et fouiller dans ses affaires. Donc, on a vraiment cette polarisation aussi dans ce duo de policiers. Qui montre aussi que la police, au sein de la police tchécoslovaque, tout le monde n'est pas noir ou tout le monde n'est pas noir ou blanc. Il y avait différentes appréciations. Et là, alors le troisième pôle de personnages, il est formé par l'avocate, par son cabinet et sa famille, son mari pédiatre, et l'Union des étudiants tchécoslovaques, dont le président est lui aussi diffamé par Vilém Nový. Donc voilà, trois pôles de personnages qui, comme il y a 3 trames narratives, voilà, et 3 épisodes. Alors, j'ai pas fait exprès de chercher à tout prix une configuration en 3 pôles, mais ils sont bien là. Vous l'avez dit, Hélène, ces 3 épisodes, donc on est sur une vraiment mini-série et souvent, comme dans les mini-séries, on a un rythme relativement soutenu à la fois de l'intrigue et qui est mis en valeur, par exemple, par les musiques ou par le générique. Et ça, on le retrouve ici dans la série Sacrifice. Oui, effectivement, le ton est donné dès le générique. La série s'ouvre sur des images de jeunes dansant le rock'n'roll, dans lequel on peut voir le signe et le symbole d'une modernité tchécoslovaque, les années 60 étant souvent considérées comme un âge d'or culturel tchèque. Et ces images de jeunes dansant le rock alternent avec des images d'archives montrant les chars et la violence de l'invasion du 21 août 1968. Donc, on voit le feu, le sang. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard, me semble-t-il, si la série s'ouvre sur des images de la jeunesse tchécoslovaque. D'une part, la série, on l'aura compris, est un hommage à Jan Palach, qui était âgé d'à peine 21 ans. Et d'autre part, les années 60 sont aussi celles où le style de vie de la jeunesse tchécoslovaque évolue, avec l'arrivée du rock'n'roll à la fin des années 50, puis de la musique beat dans les années 60, et avec des groupes tels que The Angels, Olympic, Flamengo ou The Matadors, qui chantent tous en anglais, il faut le souligner. Et parallèlement donc à l'entrée de cette musique, l'arrivée de cette musique moderne, de groupes qui chantent en anglais, les codes vestimentaires de la jeunesse occidentale pénètrent aussi en Tchécoslovaquie avec le port de cheveux longs. Et le port des cheveux longs, notamment par les jeunes hommes, a une portée politique bien plus forte en Tchécoslovaquie qu'en Occident, car il entre en contradiction avec la norme de l'individu socialiste discipliné, et la jeunesse qui s'y risque s'expose à une répression très sévère. L'historien Martin Schulze-Wessel évoque les actions contre les chevelus visant à leur couper les cheveux de force en pleine rue, ainsi que toute une série de mesures répressives qui vont de l'exclusion des transports publics ou des institutions culturelles ou des restaurants jusqu'au renvoi de l'école, de l'université ou d'un emploi, et qui entraîne de facto une spirale de criminalisation. Donc, c'est, à mon sens, le générique de la série est dans cela très réussi, qui montre ces jeunes dansant le rock et avec le passage brutal aux images d'archives de la répression. Donc, on voit ce conflit entre la jeunesse et la politique. La série n'aborde pas directement ces aspects de la répression contre la jeunesse ou les chevelus, mais en revanche, elle met bien au cœur du scénario la question du conflit de génération. Ça, c'est un des thèmes centraux de la série.
Hélène, peut-être avant d'aller plus loin, ça serait intéressant de voir ensemble la trame narrative de la série parce qu'on est ici sur ces 3 épisodes. On vous l'avait dit depuis le début de l'émission, on comprend bien l'omniprésence de la figure de Yann Pallar, mais ce n'est pas autour de son geste que tout est construit parce qu'on voit son geste dans le premier épisode et ensuite on va voir les conséquences et de voir justement comment la société va réagir à ça. Et ça, c'est très intéressant justement puisque c'est le cœur des épisodes 2 et 3. Effectivement, alors on a, tout le monde l'aura compris, 3 épisodes. Le premier épisode, il se déroule sur quelques jours. On a vraiment une unité de temps du geste de Pallar jusqu'à son enterrement. L'épisode 2 s'ouvre quant à lui sur une deuxième immolation, celle de Jan Zajíc, 5 semaines après la mort de Jan Pallar. Et cet épisode se consacre à la suite et à l'accélération de l'enquête policière, ainsi qu'à l'enquête de l'avocate. On observe une gradation par rapport au premier épisode. Et cette gradation est sensible dès le générique. Là encore, le générique joue un rôle important. On a toujours des images d'archives dans le générique, cette fois des corps de blessés, de tués, des drapeaux souillés de sang, donc des images plus violentes que dans le premier générique. Et dès la première scène également du deuxième épisode, on a une gradation puisque avec l'immolation de Jan Zajíc, la réalité n'est absolument pas cachée. On voit un jeune homme s'enduire de pommade inflammable, s'asperger d'alcool, pas une mais 2 bouteilles, et avaler un flacon d'acide chlorhydrique. La scène est longue, d'une longueur difficilement soutenable. Les mains trempées d'alcool du jeune homme peinent à allumer l'allumette qui doit l'embraser. L'embrasement, quant à lui, n'est pas montré, heureusement. Et voilà, donc on a cette gradation dans le deuxième épisode. Le troisième épisode débute, quant à lui, à la fin de l'été 1969, 8 mois après la mort de Jan Pallar, et il se concentre sur le procès de Vilém Nový, qui n'a pas pu être empêché par le régime, malgré tous les efforts, toutes les entraves mises par le régime, mais il s'agit dès lors pour le régime tchécoslovaque de perturber le procès pour que Nový ne soit pas condamné. Donc, dans les 3 épisodes, on disait au début que le geste de Pallar n'est pas au centre de l'intrigue, mais qu'il structure la série. Et effectivement, les dates sont régulièrement indiquées, telles, j'appelle ça des didascalies, faute du terme adéquat pour le cinéma ou la télévision, c'est-à-dire ces textes qui situent l'action, qui indiquent la date et le lieu. Et ces dates indiquées structurent la chronologie, toujours par rapport à l'événement fondateur qu'est la mort de Jan Pallar. On a le geste de Pallar, ensuite 5 semaines après la mort de Jan Pallar, 8 mois après la mort de Jan Pallar, et la série se termine, le dernier mot de la série, 20 ans après la mort de Jan Pallar. Donc ce geste vraiment interprété comme un geste fondateur puisqu'il structure la série. Peut-être, Hélène, maintenant, le moment de regarder les thématiques qui, justement, sont au cœur de cette série. Et vous l'avez dit, on est là en tournant, parce qu'on est à peu près une bonne vingtaine d'années après, on va dire, la mise en place, en tout cas, de démocratie populaire en Tchécoslovaquie. Jan Pallar, c'est un jeune d'une vingtaine d'années. Je pense, un des thèmes de la série, Hélène, c'est le conflit des générations. On le voit clairement ici, entre finalement cette jeunesse qui a soif de modernité, qui a soif de plus de liberté aussi, et puis les élites qui sont communistes et donc qui essaient, elles, de maintenir ce communisme en Tchécoslovaquie. Oui, effectivement. Alors, on est exactement 20 ans après le putsch de février 48, la prise du pouvoir par les communistes. Le chiffre 8 joue un rôle important dans l'histoire tchèque ou tchécoslovaque. Donc là, on est en 1968. Le conflit de génération, effectivement, c'est un leitmotiv de la série. La jeunesse de Jan Pallar est constamment rappelée et la réaction de la jeunesse est confrontée à celle du monde adulte. Dans le premier épisode, le conflit générationnel, il apparaît dans la relation entre la police et l'amie de Yann, l'amie IE, sa petite amie. Celle-ci est contrainte, je l'ai évoqué, par un chantage exercé par la police à enjoindre les autres candidats à l'immolation à renoncer en prétendant que Yann le lui aurait demandé. Ce
ce qui est faux. Hein. Yann ne lui a rien dit de tel. Et la jeune femme déclare à l'inspecteur qui tente de la convaincre du bien fondé de cette déclaration: « Vous vous moquez de ces jeunes, ce que vous voulez, c'est éviter les ennuis. » Dans le deuxième épisode, le conflit générationnel va s'élargir au fossé entre adultes et les jeunesses. Dans le premier épisode, c'est plutôt entre la jeunesse et la police. Donc, on peut le comprendre, ce conflit, il est logique. Dans le deuxième épisode, il s'élargit. Les adultes voient en effet dans ces immolations des suicides, des actes insensés, tandis que la jeunesse reproche aux adultes d'avoir renoncé, de s'être résignés et refuse de considérer l'acte de Jan Palach comme un suicide. L'avocat associé de Dagmar Burešová, qui est le père d'une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui milite dans l'association des étudiants tchécoslovaques, déclare à son jeune assistant: « Votre génération n'a pas l'instinct de survie, cela vous semble héroïque, mais attendez donc d'avoir des enfants. » Donc, c'est une position totalement légitime de la part du père d'une jeune femme de 20 ans qui a peur pour sa fille. Et d'ailleurs, cette position est tellement légitime que son jeune assistant ne sait pas quoi répliquer. Et cela montre bien le fossé colossal qui s'ouvre entre les générations, qui s'est ouvert entre ces deux générations. On n'est pas très loin non plus d'une variation sur le mythe d'Antigone. La série montre également une forme de normalité. La vie continue malgré tout. Et tandis que des jeunes s'immolent, les adultes vont au café-concert. Hein, c'est le cas de l'avocate et de son mari. Ils écoutent des chansons légères en buvant un verre de vin. Donc, la série, en montrant tout cela, ne fait pas non plus de l'avocate une figure et une héroïne parfaite. Il y a la volonté de montrer les choses telles qu'elles sont et de saisir le réel dans toute sa complexité. Donc, vraiment, ce conflit de génération, comme vous l'avez bien dit, me semble un thème central de la série. Autre thématique peut-être qu'on peut expliquer, Hélène, par le geste de Yann, qui est un geste de désespoir, mais qui est aussi et surtout un geste de résistance d'une partie de la population. Alors vous l'avez évoqué très bien, bien sûr, de la jeunesse, mais d'une vraie partie de la population face à ce qu'on pourrait appeler cette chape de plomb qui est tombée de l'autre côté du rideau de fer et qui donc empêche toute une partie de l'opposition, à la fois politique, mais aussi peut-être de culturel, de s'exprimer. On le voit bien avec, vous l'avez dit, l'affaire des disques notamment. On a cette idée que la jeunesse, quelque part, avec ce geste-là, ce geste de Jan Palach en Tchécoslovaquie, est entrée en résistance un petit peu. Oui, effectivement, c'est sans doute d'ailleurs le véritable sujet de la série, c'est la question de la résistance morale, surtout morale, peut-être parce que la résistance physique, militaire, elle est exclue, mais il reste alors à résister sur le plan moral, la résistance de l'esprit et le refus de laisser le mensonge triompher, cette envie, oui, d'exalter la vérité, de défendre la vérité coûte que coûte. Donc, l'acte de Jan Palach a pu être interprété, je l'ai dit, comme une réaction à la résignation, non pas une réaction à l'invasion, mais une réaction à la résignation du peuple tchécoslovaque après l'invasion. L'avocate, Dagmar Burešová, ne se lance évidemment pas dans un procès contre l'invasion ni contre l'occupation, ça n'aurait aucun sens. Elle se lance dans un procès contre le député Vilém Nový qui a prétendu que Jan Palach ne s'était pas vraiment immolé. Et ce conflit pénètre l'intimité des familles, du couple formé par l'avocate et son mari médecin. Elle, Dagmar Burešová, elle veut défendre la famille de Jan Palach. Lui, son mari, s'y oppose. Il considère même que Jan n'était pas tout à fait normal. Il trouve le combat de son épouse insensé, perdu d'avance et dangereux pour elle-même et pour sa famille. Mais la motivation de l'avocate, et ça c'est vraiment bien montré, c'est la vérité. Elle veut éduquer ses filles, elle a 2 petites filles, le couple a 2 petites filles, elle veut éduquer ses filles dans le rejet du mensonge. Et la devise de la Tchécoslovaquie, c'est d'ailleurs « la vérité vaincra », cette formule cite, Pravda zvítězí, en fait, c'est ce que la série illustre finalement. La vérité finit par émerger grâce au combat mené par cette avocate.
Et la vérité, dans tous ces dévoiements, constitue l'autre leitmotiv de la série, à côté du conflit des générations. Dans le 3e épisode, par exemple, on voit une conversation en marge du procès de Wilhelm Novy. Celui-ci dit à l'avocate qu'il agit pour la vérité. Et il définit la vérité en homme politique comme ce qui est utile au peuple. Donc, ce n'est pas la même conception que celle de l'avocate, évidemment. Et Madame Pallard s'indigne et accuse la juge de mentir. C'est vraiment le terme l'accusation que brandit Madame Pallard indignée. Malgré le tragique, on a quand même une série, c'est une série qui est haletante, avec du suspense, des rebondissements aussi, mais on a une série aussi émaillée d'humour, avec des bribes d'humour à la Švejk, ce célèbre personnage du roman éponyme de Jaroslav Hašek, personnage burlesque justement qui incarne l'esprit de résistance. À une autre époque, l'époque de la monarchie austro-hongroise et la Première Guerre mondiale, mais donc cette figure du brave soldat Švejk est très présente encore dans la mémoire collective tchèque, et elle incarne justement l'esprit de résistance. Et il me semble qu'il y a des allusions à ce personnage, ou à cet esprit en tout cas dans la série. J'en veux pour preuve un exemple, c'est celui d'une oie, l'animal, qui est lâché dans les locaux du tribunal, qui donne lieu à une scène comique et grotesque. Une autre scène comique kafkaïenne, pour citer une autre référence littéraire, l'un des collaborateurs du cabinet d'avocats de Dagmar Burešová, c'est un vieux monsieur. Il possède un lézard qui vit dans un vivarium, et ce lézard doit être nourri de cafards. Donc, le motif du cafard me fait penser inévitablement au récit de Kafka, La Métamorphose. L'un de ces cafards s'échappe du bocal. Et le vieil homme, on le voit donc dans son bureau, à 4 pattes, en train de chercher en vain ce cafard qui lui a échappé. Kafka a également écrit Le procès. Et cette série place au cœur de l'intrigue un procès, ou plutôt la tentative de faire aboutir un procès. Donc, il y a aussi, me semble-t-il, outre l'esprit de Švejk, l'ombre de Kafka qui plane, et cet humour, ce grotesque contribue également à souligner cette résistance, cet esprit de résistance qu'a voulu incarner Jan Pallár. On a également des micro-actes de résistance dans la population. Je vais donner un seul exemple. Il y a un moulage du visage de Jan Pallár qui est réalisé à la morgue, de manière clandestine évidemment, afin que ce moulage soit substitué ensuite au buste de Lénine. La série montre ce type d'acte de résistance. Voilà la deuxième thématique centrale, à mes yeux, de cette série. Vous évoquiez, j'aimerais qu'on continue sur cette idée-là. Bon, la figure de Kafka, on est effectivement à Prague, donc on a quand même en tête des images, vous l'avez dit, d'œuvres de Kafka, et dans la façon dont la série est tournée, dans la façon dont elle est mise en avant, vous avez parlé notamment de son œuvre autour du procès. On ne peut que penser d'ailleurs à Kafka quand on la regarde. Alors, je ne sais pas si on ne peut que penser. C'est vrai que c'est toujours facile, quand il est question de Prague, de chercher les traces de Kafka. Mais là, c'est vrai que moi, personnellement, j'y ai pensé. Voilà, on a vraiment un thriller politique et judiciaire où plane l'ombre de Kafka, avec beaucoup de scènes de nuit. Une mise en scène qui privilégie le noir et blanc et le clair-obscur, ce qui contribue au sentiment d'angoisse et d'urgence. Et on a une tension croissante au cours des 3 épisodes. J'ai parlé de cette gradation qui se fait dès le 2e épisode. La tension monte vraiment au 2e épisode, avec par exemple une scène dans les locaux de l'Union des étudiants, où vraiment la tension est palpable parmi ces étudiants.
il y a une dispute qui éclate entre deux d'entre eux parce que la lettre de Jan Zaïtz, le deuxième jeune homme qui s'est immolé 5 semaines après Pallard, cette lettre qu'il leur avait fait parvenir pour justifier son geste a disparu. Donc, ils sont tous très inquiets, se demandant qui a pu venir s'introduire dans les locaux de l'Union des étudiants pour voler la lettre. Et en réalité, une des étudiantes, la fille de l'avocat, l'a prise pour faire des duplicata avec la Ronéo du cabinet de son père. Et ces duplicata sont destinés à être affichés sur les murs de Prague. Voilà, donc il y a vraiment une tension, les étudiants sont à cran et ça, c'est très bien montré dans la série. L'enquête de l'avocate met ensuite au jour le fait que Wilhelm Novy était journaliste et qu'il avait passé la Seconde Guerre mondiale à la BBC en Angleterre avec Masaryk, le premier président de la République tchécoslovaque fondée en 1918, un autre 8 dans l'histoire tchèque. Et l'assistant de l'avocate conclut, puisqu'il découvre ce passé de Wilhelm Novy, pas mal pour un stalinien pur et dur. Donc, on voit donc que tout n'est pas noir ou blanc. Hein. Je l'ai déjà dit, que les motivations des uns et des autres sont complexes et la série renonce vraiment, je trouve que c'est un crédit qu'on peut lui porter, qu'on peut porter à la série, elle renonce à tout manichéisme. Novy avait été victime, lui aussi, des purges staliniennes au sein du Parti communiste tchécoslovaque au début des années 50, hein, au motif qu'il avait passé l'exil en Occident, hein, en Angleterre. Et de l'enquête menée par l'avocate, il ressort également qu'il avait reçu des instructions du ministre. Donc, il est coupable évidemment, mais les responsabilités sont partagées. L'avocate finit par trouver Wilhelm Novy pour lui remettre en main propre la lettre d'assignation au tribunal. Sans cette lettre, le procès ne pouvait pas avoir lieu. Donc ça aussi, ça fait partie du début de l'enquête et du suspense qui s'instaure. Elle le trouve dans sa villa, en train de boire avec des officiers. Donc on voit que ce personnage est somme toute médiocre. Hein. Ensuite, on a une gradation vraiment dans le sordide et dans l'horreur. Madame Pallard est surveillée par la police. Elle est victime d'intimidation, des appels téléphoniques nocturnes, des tentatives d'effraction. La tombe de Yann est abîmée jusqu'au moment où elle reçoit, comble de l'horreur, des photos de son fils, des photos du corps brûlé de son fils. Ce qui fait qu'elle finit par craquer psychologiquement et par devoir être internée. Tout l'appareil d'État est vraiment mobilisé pour empêcher le procès. Et ça, c'est aussi très bien montré. Et ça participe de ce rythme haletant et du genre du thriller. Le colonel de police approche l'infirmière qui travaille auprès du mari pédiatre de l'avocate. La police fait ensuite chanter l'associé de l'avocate car sa fille avait été arrêtée durant une manifestation et pour la sortir de prison et lui éviter l'exclusion de l'université, l'avocat se trouve contraint de dérober les pièces maîtresses du dossier que sa consoeur, qui lui fait totalement confiance, a constitué contre Novy. Et à la fin du deuxième épisode, Dagmar Burešová est désormais sous surveillance. Donc, l'étau se resserre autour de cette femme et de ses proches. Le troisième épisode est tout entier dédié au procès de Wilhelm Novy. Il ne peut être empêché, donc ça c'est déjà une première victoire pour l'avocate et la famille de Yann, mais les autorités exercent un chantage auprès de la juge afin qu'elle empêche toute publicité. Tous les témoins ont peur, ça on le voit bien aussi. Le docteur Bureš, donc le mari de l'avocate, a des ennuis à son travail. Il se retrouve victime d'accusations mensongères de la part d'une patiente. Et ces accusations vont être confirmées par l'infirmière qui avait fait pression quelques scènes plus tôt. Le médecin se retrouve accusé d'avoir traité donc cette patiente de salope bolchevique, je cite. Donc il ne peut se sortir de ces accusations, hein, tout est contre lui, en apparence. Au procès, l'avocate obtient, nouvelle victoire, le soutien inespéré de quelques journalistes des journaux. Prace, c'est le journal des syndicats, Prace signifie travail en tchèque,
le soutien également du journal Svobodne Slovo, La Parole libre, qui est le journal du Parti socialiste, parti de l'ancien président tchécoslovaque Edvard Beneš, le soutien de la revue Mladý svět, mais pas celui de Rude pravo, le droit rouge. Hein, ce journal, c'était l'organe du Parti communiste tchécoslovaque. Mais ces journalistes qui avaient accepté avec courage de témoigner, vont être refoulés de la salle d'audience au motif qu'il a fallu déplacer le procès dans une autre salle, à savoir un tout petit bureau. Et il n'y a plus de place pour que ces journalistes entrent dans la salle. Par ailleurs, les témoins ont été subornés. Un professeur d'histoire qui devait témoigner contre Novi a été nommé une semaine auparavant proviseur de son établissement, ou proviseur d'un établissement, en récompense de son futur faux témoignage. Néanmoins, durant le procès, le suspense continue, la course aux témoins continue, et on a un coup de théâtre avec la découverte d'un enregistrement des propos de Novi, qui constitue dès lors la preuve accablante, et on se dit, le spectateur veut y croire que le procès va tourner à la faveur de la famille Pallard. Évidemment non, hein, on tend le verdict à la juge dans une enveloppe. Elle est contrainte de rendre un verdict favorable à Novi. En représailles, le docteur Bourèche, lui, sera muté à Beyrouth, en province. C'est évidemment une sanction, et cela vise son épouse. À travers lui, c'est Dagmar Boureshova qui est visée. Voilà, donc c'est vraiment un polar, hein, un thriller judiciaire qui tient le spectateur en haleine, hein, au-delà du contexte historique, de la réalité historique. Il me semble que c'est le tour de force de cette série d'avoir réussi à rendre cette histoire vraiment intéressante par le biais du genre du thriller. Hélène Leclerc, peut-être pour terminer cet entretien autour de la série, cette série Sacrifice, dans le titre anglais, revenir sur le personnage de Jan Pallard, sur cette figure essentielle, hein, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de sa mémoire et comment est-ce qu'elle a été mise en avant, bien sûr, par cette série, hein, vous l'avez dit, qui est produite longtemps après sa mort. Donc, quelque part, comme on essaie de le montrer dans l'histoire en série, on a aussi une production d'une époque, c'est-à-dire le regard d'une époque sur une autre. Là, qu'est-ce qu'on peut voir justement à travers cette série-là sur la mémoire de Jan Pallard? Oui, effectivement, cette série, Jan Pallard constitue un lieu de mémoire aujourd'hui, au sens que Pierre Nora a pu donner à cette expression, et la série participe de l'édification de ce lieu de mémoire également. Avec tout d'abord une extrême pudeur dans le portrait qui est fait de la famille Pallard, hein, qui est montré comme une famille extrêmement digne. On a des scènes poignantes dans la série, comme celle où le frère apprend par téléphone que Jan Pallard a eu un accident et qu'il doit se rendre à l'hôpital à Prague. Et ce n'est qu'en chemin qu'il apprend par hasard la nouvelle du geste de son frère à la radio. La mère, quant à elle, n'a même pas été prévenue. Elle apprend la nouvelle dans la presse, alors qu'elle lit le journal, donc dans le train, puisqu'elle se rend à Prague pour rendre visite à son fils, à Jan, une visite qui était prévue avant le geste de Jan. Donc ça, c'est un moment très, très émouvant de la série. De même, la solidarité de la nation est soulignée à maintes reprises. On a le personnage de l'ambulancier qui se préoccupe du frère de Jan Pallard. Le jour de la mort de Jan, toute la ville où réside Madame Pallard vient rendre hommage à celle-ci, et c'est un hommage digne et silencieux d'une foule dans le noir tenant des bougies. On a vraiment une scène très émouvante, une très belle scène de cinéma qui montre cette solidarité, hein, de la nation. Et à la morgue,
le corps de Jan est drapé dans le drapeau tchécoslovaque. Donc, on fait de ce personnage un héros de l'histoire tchécoslovaque. L'humanité des médecins au chevet de Jan est également bien montrée. Et donc, on a de nouveau trois vertus, hein, la dignité, la solidarité, l'humanité des saints, qui contrastent fortement avec l'attitude cynique d'une partie de la police et de l'État. J'ai déjà mentionné l'odieux chantage auquel se livre le lieutenant pour contraindre l'ami de Jan de témoigner à la télévision. On peut également évoquer la scène de la manifestation étudiante organisée lors du premier anniversaire de l'occupation de la Tchécoslovaquie, le 21 août 1969, 7 mois après la mort de Jan Palach, indique la série. Et donc, lors de cette manifestation, les jeunes manifestants sont molestés par la police. L'avocate Dagmar Burešová se retrouve piégée. Elle est là, elle ne manifeste pas, mais elle se retrouve au milieu de cette manifestation et elle en est extraite de justesse là, par le bon flic, par le personnage du bon flic. Et ensuite, elle déclare à ses proches, parce qu'elle a été légèrement blessée lors de cette manifestation, ce n'étaient pas les Russes, c'était les nôtres. Donc la répression, c'est l'État tchécoslovaque qui l'amène. Et à la fin du second épisode, le bon flic, écœuré, lui, il émigre. On a une scène presque absurde du passage de la frontière, puisque son moteur, le moteur de sa voiture, cale justement où la barrière se lève pour le conduire vers la liberté. Il réussit. Alors le spectateur retient son souffle. Heureusement, le personnage réussit à faire redémarrer son véhicule et à passer la frontière. Et là encore, on a peut-être, me semble-t-il, une façon de montrer l'ambiguïté de cette décision, l'ambiguïté de l'émigration et la difficulté que cela constitue pour les individus qui sont vraiment déchirés. Donc, c'est voir peut-être dans ce moteur qui cale une ultime hésitation du personnage à franchir ce pas qu'est l'immigration. Le recours aux images d'archives, hein, qui est quand même une constante de la série, essentiellement dans le générique, il faut le dire, ces images d'archives entremêlées à la fiction, mais par exemple quand elle montre le cortège funèbre qui accompagne le cercueil de Jan, hein, et le silence frappant de la population, tout cela, ça souligne l'impact de la mort de Jan Palach dans la société tchécoslovaque. Et la tombe de Jan Palach va devenir un lieu de mémoire. Non seulement le personnage, mais très concrètement sa tombe, puisque les citoyens, la jeunesse se rend sur sa tombe, à tel point que le gouvernement fait pression sur l'administration du cimetière qui demande à la famille de transférer le corps ailleurs. À la fin du 3e épisode, la police fait exhumer le corps de Jan pour l'incinérer, sans même prévenir la famille qui découvre une stèle vide quelques jours plus tard. La dernière scène de la série, dans la dernière scène, on a de nouveau un texte qui indique 1989, 20 ans après la mort de Jan Palach. On est de nouveau sur la place Venceslas et on voit une distribution clandestine de photos de Jan Palach. Et ce texte également qui dit « Le 20e anniversaire de la mort de Jan Palach a provoqué la plus grande manifestation anticommuniste de l'histoire de la Tchécoslovaquie communiste ». Donc la série s'achève comme elle avait commencé, sur des images d'archives, également, donc, je l'ai dit, sur la place Venceslas. Ce sont des images de la révolution de velours cette fois, des images de paix, sans violence aucune. On voit des photos de Jan Palach enfant, donc porteuse d'espoir. Il est rappelé que 4 immolations ont eu lieu. La série est dédiée à la mémoire de ces 4 victimes, ainsi qu'à tous ceux qui ont lutté pour la vérité et la liberté. Donc, encore une fois, la vérité comme vertu primordiale aux côtés de la liberté. Donc, il me semble qu'au-delà, je pourrais conclure ainsi qu'au-delà du sujet historique, on a une série sur les turpitudes et les petites compromissions,
Donc, c'est en cela aussi que cette série, au-delà du contexte historique, du sujet historique, a une portée universelle, me semble-t-il, puisque c'est une série sur les turpitudes et les petites compromissions, sur les trahisons avec soi-même, sur le manque de courage des uns et le courage des autres, et sur la difficulté de rester honnête. Voilà les points forts de cette série à mes yeux, et ce qui fait son intérêt. Merci beaucoup Hélène Leclerc pour cette évocation de la série, donc Sacrifice, autour du personnage de Yann Pallar. C'était très intéressant parce qu'on n'avait pas fait en plus beaucoup de séries sur l'Europe centrale et on a eu quelques émissions, notamment avec Emmanuel Droit, où on a parlé de l'autre côté du rideau de fer avec des séries allemandes, mais là on est passé sur ces séries-là et vous l'avez dit aussi fort à propos, Arte a diffusé en 2021 cette série sur justement la révolution de velours qui a entraîné la fin du communisme en Tchécoslovaquie en 1989 et on a un peu cette ambiance-là qui ressort aussi, cette ambiance très spéciale, vous l'avez dit, kafkaïenne, qui est très importante. Alors peut-être pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission qui devrait permettre aux auditeurs qui voudraient en savoir plus sur le contexte, sur la période, sur Yann Pallar, de satisfaire leur curiosité. Et puis vous retrouvez, comme toujours, le résumé de l'émission et les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast sur notre partenaire nonfiction.fr. Merci beaucoup vraiment Hélène pour l'évocation de cette figure vraiment importante de l'autre côté du rideau de fer dans ces années 60, parfois très compliqué, et à travers cette série, c'est ce qu'on essaie de faire dans l'histoire en série, donc la série Sacrifice. Merci, à bientôt Hélène. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler de cette série. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel logistically, such a beautiful planet populated by a